Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'événement. Je me trouve aujourd'hui en présence de M. Danny Veilleux qui va venir aujourd'hui nous parler de deux problématiques. Donc, bonjour M. Veilleux. Bonjour, bonjour Marie-Josée. Je suis très contente que vous ayez accepté cette invitation merci. en studio. Donc, aujourd'hui, vous avez deux sujets sur lesquels vous allez nous entretenir, soit le TDAH, qui, donc, l'abréviation pour... Trouble d'hyperactivité, trouble avec sans ou hyperactivité avec des problèmes d'attention. Puis il y a aussi, la deuxième problématique, c'est aussi l'intimidation qui se passe dans les écoles secondaires. Pour rappeler aux gens, vous êtes en même temps conférencier sur ces sujets-là. Oui. Donc, peut-être de commencer justement avec le TDAH. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, le trouble hyperactivité, le trouble d'attention sans hyperactivité ou avec activité, c'est un problème, en fait, Marie-Josée, que c'est un problème neurologique qui amène divers problèmes chez les personnes, que ce soit des problèmes d'attention, des problèmes de bougeotte. Beaucoup de gens ont tendance à bouger également. Et des problèmes d'impulsivité aussi. Donc, c'est ça, en fait. Et ça cause énormément de problèmes quand une personne n'est pas diagnostiquée, quand une personne ne le sait pas non plus. Parce que justement, donc, si je comprends bien, ces symptômes-là, des fois, on va dire que la personne, elle, finalement, est hyperactive. Oui, effectivement. C'est vraiment l'expression scientifique. Parce qu'on pense toujours que le trouble d'attention, c'est pour les enfants. Mais il y a aussi des problèmes ça s'adresse également aux adultes, parce que on dit qu'il y a à peu près 4 des gens dans la société qui ont le trouble d'attention. Et ça, c'est seulement un pourcentage qui ont été diagnostiqués. Donc, le reste de la population, il y en a peut-être qui l'ont, ils ne le savent pas. Et ça amène beaucoup de problèmes chez un adulte qui est atteint de ça. Justement, donc, vous, comment est-ce que ça vous est arrivé de vous intéresser à ce sujet-là? Ben moi, en fait, ça s'est découvert il y a 2 ans. C'est quasiment jour pour jour. À Lévis, j'ai fait un changement de carrière il y a 2 ans. Je suis passé du domaine des médias au service financier. Et vous savez, il y a une période d'études, il y a une période pour avoir le permis de l'Autorité des marchés financiers. Et finalement, ben, à un moment donné, à la fin de mon cours, mon professeur d'un cabinet de service financier vient me voir. Il m'a demandé de rester après le cours. Fait que là, j'ai resté. Puis là, il commence à me parler. Il dit, Danny, il faudrait que j'aille consulter un médecin. Moi, j'ai dit, écoute, je me sens pas malade, je me sens pas... J'ai dit, j'aimerais ça savoir pourquoi. Il dit, t'as un problème d'attention, t'as beaucoup de misère à te concentrer, on te sent pas là. Fait que là, ça reste là. J'ai dit, ouais, regarde, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Vous étiez déjà au courant? Ouais, j'étais déjà au courant des problèmes de concentration, mais tu sais, j'ai toujours vécu de même. Puis je pense pas que c'est médical. Puis je pense pas que... Fait que finalement, il dit, absolument, Danny. Absolument, c'est médical. Fait que là, ça reste de même. Puis après, j'arrive au bureau de mon emploi et je compte ça à la secrétaire et je compte ça à mon ancien patron. Et j'ai dit, Gaston m'a dit m'a demandé de rester après le cours parce qu'il pense que j'ai un problème d'attention. Puis il faudrait que j'aille consulter. Fait que là, Chantal, qui était la secrétaire à l'époque du cabinet de service financier, elle dit ça se peut, Danny, elle dit ça se peut. Comme des jeunes que tu as le Ritalin, il y a des jeunes qui ont de la se concentrer, puis ils leur donnent du Ritalin. Puis il dit, j'ai une de mes amies qui est médecin, puis elle en soigne des patients comme toi, ou des patients qui ont ce problème-là. Donc, c'est ça, des personnes adultes qui, effectivement, dépassé l'adolescence, qui ont un trouble d'attention. Fait que là, ça reste de même, puis elle dit, donne-moi 2-3 jours, puis je te reviens avec ça. Fait que là, au bout de... C'était le jeudi, ça, et le lundi, elle me revient avec une feuille 8,5-11, que c'était marqué le TDAH, puis tous les problèmes que ça menait, le TDAH, des problèmes de difficulté d'administrer ses finances, des problèmes d'apprentissage, des problèmes aussi en amour, des problèmes... donc là, je dis, c'est non, mais ça ressemble à moi, ça. Fait que là, je m'en vais chez Google, puis sur Internet, sur Google, je tape TDAH, puis il y a une panoplie de sites Internet, TDAH pour adultes. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Maintenant, comment je pourrais dire, ça a explosé, autant que c'était quelque chose que... Parce que justement, donc vous découvrez ça à l'âge adulte. Finalement, vous avez... J'ai toujours eu ça, finalement. C'est ça. Vous avez obtenu ce diagnostic-là, finalement? À 32 ans, oui. À 32 ans, sauf que moi, par la suite, ce qui est arrivé, c'est que j'ai regardé les informations, puis ça devenait de plus en plus évident que les comportements des gens qui sont atteints du TDAH, ça ressemblait au mien.
Et là, ça me shakeait parce que j'avais vraiment des problèmes d'impulsivité, j'avais des problèmes de concentration, des problèmes d'agitation. Puis sur Internet, il y a un test de 70 questions. Et si tu as 20 réponses sur 70, tu peux consulter un professionnel sur la santé pour, évidemment... établir un diagnostic ou être sur des pistes. Fait que là, j'ai fait le test et j'avais, sans aucune... c'était très conservateur. Je me rappelle plus, je pense que c'est 31 sur les 10. Et j'ai fait passer ma tante. Je l'ai donné à ma tante également. Et ma tante, elle me connaît depuis que je suis tout petit. Et elle arrivait à je pense que c'est 39 sur 70. Donc, c'était évident que j'étais sur une piste de quelque chose. Puis par la suite, j'ai rencontré cette médecin-là. Et elle me prescrit du Ritalin, comme les jeunes. Et c'était assez spécial comme feeling. Quand ça fait 32 ans que tu vis avec un même feeling, tu penses que tes pensées sont correctes, puis que là, tu te mets sur le Ritalin, puis que tu penses une affaire seulement, puis que ton cerveau est lent. Je peux vous dire que ça prend un certain temps avant de goûter à ton nouvel environnement. Parce que justement aussi, c'est quelque chose qui justement, qui persiste à l'âge adulte. Donc, jeune, vous aviez ce syndrome-là et sans savoir ce que c'était, justement, comment ça vous moi, Marie-Josée, j'ai commencé, écoute, ça ne veut pas, là, ça met... enfin, j'ai un mot sur toutes mes difficultés, là. J'ai commencé, j'ai parlé à mes tantes, à mes oncles, parce que mes parents sont décédés. Donc, je ne pouvais pas faire un lien avec ce qui s'est passé quand j'étais jeune. Je me rappelle vaguement de ce qui s'est passé, mais pas assez pour faire des liens puis dire... Et moi, ce que mes parents m'ont... pas mes parents, mais ce que mes oncles m'ont dit, mes tantes également, c'est que jeune, j'avais été diagnostiqué TDAH. Puis qu'à l'époque, mes parents n'avaient pas voulu que je prenne du Ritalin. Donc, il y a de cela quand même plusieurs années. 25-30 ans. On parle d'environ 25 ans là, de ça, parce que j'ai 34 ans aujourd'hui. Là. À une époque où c'était peut-être moins... est-ce que les gens ne connaissaient pas beaucoup? Écoute, le Ritalin, moi, au début, je peux te dire, je n'ai voulu beaucoup à mes parents parce que j'aurais pris ce Ritalin-là, j'aurais eu beaucoup moins de difficultés dans la vie. Sauf qu'il faut se remettre à l'époque, il y a 25 ans. Même aujourd'hui, le Ritalin, c'est à mauvaise presse. Mais il y a 25 ans, si tu prenais ça, ton enfant était considéré comme fou. Donc moi, finalement, j'ai compris qu'à l'époque, finalement, c'était peut-être la bonne décision que mes parents ont prise. Mais bon, effectivement, jeune, j'ai été diagnostiqué. Vous avez quand même eu le diagnostic. Puis aussi, une autre des problématiques que vous abordez, donc, vous avez vécu, vous êtes finalement atteint du TDAH. Puis en même temps aussi, dans vos conférences que vous faites, je pense, dans les écoles secondaires, donc auprès de la clientèle adolescente, vous parlez aussi de l'intimidation. C'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Oui. Parce que moi, ma plus grande souffrance, Marie-Josée, que j'ai eue dans ma vie, c'est que j'ai jamais été capable de rentrer en relation avec une femme. Pas parce que écoute, 34 ans, là, je suis pas un gay, puis je suis pas du tout, là. Mais tu sais, tu te poses des questions. Maintenant, à 34 ans, tu te dis, hey, comment ça se fait? Pourtant, je parais bien. Je suis un gars qui est capable de parler en public. Je suis capable, je pense, pas plus cave qu'un autre. Mais j'ai dit, comment ça se fait que moi, je suis pas capable? Puis il y en a un qui est manipulateur puis qui a réussi. Fait que finalement, il y a 2 ans, j'ai failli rentrer en relation avec une femme de Lévis, vraiment une femme qui avait vraiment du sens, là, qu'elle a beaucoup. Puis tu sais, c'est une femme que j'estimais beaucoup, puis que je pense que j'ai jamais eu d'affinité avec une personne autant qu'elle que j'ai eu. Et malheureusement, ça ne l'a pas fait. Pour X raisons, elle a décidé que j'étais pas son genre de personne. Et moi, ça m'a fait tellement mal qu'il a fallu que je rentre dans un hôpital psychiatrique. Il n'y avait pas juste ça, par contre, là, mais parce que ça remettait encore le lien sur tous les bobos puis tout ça. Donc, ça a été un élément déclencheur. Oui. Puis là, finalement, l'année passée, quand tu es à Lévis, tu es dans un hôpital psychiatrique, tu te poses la question, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Puis moi, parce que vous aviez votre carrière, ma carrière des services financiers, ça allait bien. Puis j'avais réussi à replacer, parce qu'on va parler d'intimidation tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut donner chez un jeune. Puis moi, je me rappelle, j'étais dans une pièce à peu près une petite chambre, à Lévis, dans un hôpital psychiatrique. Tu n'as pas le droit de prendre l'écoute à la TV, tu n'as pas le droit d'écouter la radio. Vous êtes coupé de tout. Tu es coupé de tout. Tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Puis là, finalement, je me suis mis à repenser soudainement,
pourquoi je dis. Puis je me suis mis à penser fort à Julie, c'était la fille, c'était comme ça qu'elle s'appelait. Et soudainement, j'ai eu des flashs de qu'est-ce qui s'est passé à 11, 12, 13 ans. À l'école secondaire des Chutes. À l'école, j'étais au secondaire, j'étais jeune. On me disait que j'étais pas beau, que j'étais pas fin, que j'étais pas ci, j'étais pas ça. Il n'y a pas une femme qui allait s'intéresser à moi. Puis c'était à répétition. C'était pas une farce, ça. C'était à répétition, puis ça lâchait pas. Je me rappelle, il y avait une gang de jeunes filles qui venaient faisaient croire de me courtiser. Mais c'était pas vrai, là. C'était juste pour se monter entre eux autres et rire de moi du plus faible, là. Puis ils se trouvaient bien drôle. Puis ça, c'est méchant à cet âge-là. Puis moi, des choses qui ont attaqué beaucoup votre estime de vous-même. Oui. Puis à 17 ans, tu sais, je me rappelle, pas longtemps, à 17 ans, une femme me faisait juste me dire bonjour. Puis j'en avais pour 2 jours à être content, là, puis Fait que aujourd'hui, ça va bien. Je suis capable d'entrer en relation avec beaucoup d'amis de femmes, et même plus d'amis de femmes que d'hommes. Sauf que, tu sais, c'est tout ça, là. Puis là, j'ai dit... Puis là, je me suis mis à broyer, puis tu sais, je revivais ces moments-là, puis je broyais, puis j'avais senti que je m'avais fait violer. Mm-hmm. Là, la garde a dit, « Monsieur Veilleux, qu'est-ce qui se passe? » Puis je criais, puis j'avais un temps en crise, là. Puis j'ai dit, « Je pense que je viens de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas rentré en relation. » Donc, toute cette souffrance-là qui était finalement enterrée... C'est le subconscient. Enterrée sous... vous savez, il y a le conscient, puis il y a le subconscient. Hein? Il y a le conscient qui, lui, se pose des questions, puis qui souffre, qui dit, « Comment ça se fait que je suis pas capable? » Puis il y a le subconscient qui se rejette lui-même, qui rejetait. Donc pour moi, dans mon subconscient, c'était impossible qu'une femme s'intéresse à moi. C'était impossible. Ça se pouvait pas, c'était impossible. Mais ça avait été marqué. C'était du conditionnement. Du conditionnement. Et c'est ça certain parce que, regardez, ça fait 1 an que j'ai découvert ça. Ça a découvert ça en novembre 2006. Mais j'en souffre plus du tout. Puis, regarde, je suis capable de vivre avec ça. Qui est derrière vous, que vous avez vécu, mais quand même qui est maintenant derrière vous et vous êtes prêt à... Je suis capable de comprendre pourquoi. Là. Je suis capable de comprendre que c'est pas parce que je suis plus beau, je suis pas plus beau, puis je suis pas plus laid qu'un autre. Je suis pas plus fin, puis je suis pas plus intelligent, puis je suis pas moins fin qu'un autre. Tu sais, il y a une question de timing aussi en amour, puis il y a une question de bien des choses qui rentrent en ligne de compte. Fait que ça n'a pas de rapport avec moi, mais pendant des années, j'ai souffert, j'ai pleuré. Vous aviez beaucoup de culpabilité par rapport à vous-même, peut-être. Parce que tu viens tanné, là, de jamais être accompagné, de jamais connaître c'est quoi. Pour vous, c'est important d'avoir un Noël tout le temps tout seul, d'aller à des soupers d'amis, d'avoir des soupers d'amis, aussi de magasiner le cadeau de Sablon. Des choses, finalement, des choses de la vie qui sont... Le Saint-Valentin, qu'on prend peut-être pour acquis. Oui, le souper de Saint-Valentin, tu sais. Moi aussi, je voudrais avoir ça, là. Moi aussi, j'aurais voulu ça, mais malheureusement, bon. Mais c'est pour ça que je donne des conférences. Je veux donner des conférences dans les écoles. De penser 2 fois avant de rire de quelqu'un. Parce que ça peut avoir des blessures qui peuvent être très, très longues. Puis ça peut briser des vies. Puis peut-être que mon objectif, ce sera peut-être que le méchant va toujours rester méchant, va toujours dire « Hey, là, ce qu'il veut, lui. » Mais il y a peut-être la personne qui, lui, est juste entre les deux. Qui, lui, va dire... qui, lui, veut se faire accepter par les plus forts. Qui est un peu ambivalent. Entre être sympathique à la victime, mais en même temps veut se faire accepter, ne veut pas passer pour loser, comme on dit. C'est ça que je veux. C'est vers ça que je veux me tourner. C'est vers cet objectif-là. Que peut-être que lui, avant de rire du plus petit, il va peut-être y passer 2 fois. Parce que moi, j'ai connu c'était quoi, là, être tout seul dans mon coin, puis être tout seul... parce que je peux... Puis je suis convaincu qu'à quelque part, ça peut mener à des suicides chez les jeunes ou des idées suicidaires. Puis c'est pas drôle quand tu as 12-13 ans et tu as des idées suicidaires. Puis aussi, de cette manière-là, aussi, en même temps, vous vous réconfortez qu'à quelque part aussi, un jeune qui vit peut-être cette situation. Oui, parce que je m'en suis quand même bien sorti dans l'ensemble. Moi, j'ai été chanceux. Parce que ça allait attaquer le niveau professionnel. Ça peut attaquer le niveau professionnel, l'estime de soi, ça peut attaquer le niveau social, les amis. C'est global. Moi, j'ai été chanceux au niveau professionnel. La passion pour le sport, tout le monde sait que je suis un sporophile, un maniaque de sport. Moi, j'appelais chez les lignes ouvertes, puis j'appelais chez les lignes ouvertes de Montréal, de Québec. Puis Mario Tremblay, à l'époque, était journaliste sportif, puis qui aimait mes commentaires. Ben, il disait en ondes, puis je l'écoutais, puis je leur bobinais. C'était une fierté, c'était une source de fierté pour vous, juste cette petite chose-là. Oui, puis ça m'a redonné l'estime de moi parce que je me disais, regarde, ma carrière, c'est devenir journaliste sportif. Puis j'ai pas fait ça, ben, quoique j'en fais un petit peu du sport de Stacy, là, à la CKFM. Mais au moins, ça m'a remis l'estime en moi.
Puis c'était comme ça que j'étais capable de m'en sauver. C'était quelque chose qui Mais vous le jeune de 12-13 ans, peut-être pas cette motivation-là, peut-être pas quelque chose, cette passion-là. Peut-être pas cette passion-là. Et au niveau social, ben, moi, je me rappelle, il y a un de mes amis de Saint-Augustin qui s'appelait Stéphane Audette. Ben, c'est encore un de mes amis, d'ailleurs. Je suis parrain de son garçon. Lui, il était un leader de la gang. Puis à un moment donné, il m'a pris sous son aile. Puis je sais qu'il a perdu beaucoup d'amis à cause de ça. Fait que, mais de fil en aiguille, j'ai été capable. Stéphane a réussi à me faire accepter par une couple de ses amis. Puis de fil en aiguille, je commençais à sortir de ma bulle. Mais c'est pas évident, ça prend des années. C'est un processus à long terme. Ça prend des années avant de se guérir de ça. Fait que le jeune, lui, il est peut-être pas au courant de tout. Les gens sont peut-être pas au courant de tout ce que ça peut amener comme des conséquences graves. Moi, je compare ça à un viol. Puis c'est probablement plus sournois qu'un viol. Parce qu'un viol, oui, quand tu sais que tu as été violé, mais ça, l'attaque est aussi grosse, sauf que tu ne sais pas d'où c'est que ça part. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de prononcer des conférences dans les écoles, puis d'expliquer aux jeunes de 11, 12, 13 ans, parce que c'est là que c'est vraiment donc, des âges critiques. On pourrait dire, mettons, les enfants. Ben, les enfants. C'est des âges critiques, hein, parce que. Secondaire 1, 2, 3. Parce qu'on dit que 75 de la psychologie d'un enfant, d'une personne, ça développe de 0 à 3 ans. C'est vrai. Mais dans certains cas, comme moi, là, les relations avec les femmes, ben, c'est à 11, 12, 13 ans que ça commence à se développer. Il y a la période de puberté où est-ce que les rapports... Moi, c'est là que j'ai été attaqué durement. C'est là qu'on m'a pris ma confiance, qu'on m'a pris mon estime. Et que finalement, ça l'a brisé, ça l'a un peu... Parce que je peux te dire que la relation que j'ai eue avec Julie à Lévis, la fille de Lévis, pour 99,9999999% des hommes, ça aurait été banal. Mais moi, c'est parce que ça a été... puis je le sais, je le dis moi-même que ça a été banal, mais ça l'a tout englobé, puis c'est pour ça que ça a eu tellement de montagnes. Voilà. C'est fait finalement une somme... Oui. Et donc, à ce moment-là, est-ce que vous avez commencé à faire ces conférences-là? J'en ai 3 données à l'École secondaire des Chutes. J'ai un programme à l'École secondaire des Chutes. D'ailleurs, je félicite beaucoup. Je sais que j'ai parlé hier avec les gens de l'École secondaire des Chutes. Il y a des politiques tolérance zéro. Il y a les jeunes qui sont au cheminement particulier, apparemment qu'on ne peut même plus les étiqueter parmi les réguliers. Parce que dans le temps, les réguliers, ceux-là qui étaient réguliers, c'était les bolés. Ceux-là qui étaient au cheminement particulier, c'était les moins que rien. Apparemment que dans l'École secondaire des Chutes, les jeunes ne sont même plus étiquetés comme ça. Donc, chapeau, puis bravo. Mais oui, je vais commencer. Il y en a 3 qui vont se faire à l'École secondaire des Chutes. Il y a d'autres projets également, parce que j'ai quand même beaucoup de travail. Vous avez votre travail, vous avez votre carrière au milieu de tout ça. Oui. Mais justement, donc, vous parliez du programme à l'École des Chutes. Comment est-ce que vous voyez la différence entre à votre époque à vous, quand vous étiez justement au début du secondaire, puis maintenant, est-ce que vous voyez... Je pense que les professeurs et la direction d'école sont plus conscients des dégâts que ça fait sur une personne. À l'époque, écoute, la psychologie, ça fait quoi? Ça fait pas des années qu'on entend parler des dégâts. Ça fait peut-être 10, 15, 20 ans que c'est des dégâts que ça peut faire. Tu sais, ça fait 20 ans que je suis passé à l'École secondaire des Chutes. Fait que les professeurs sont peut-être moins conscients. Ils n'étaient pas conscients à l'époque des dégâts que ça fait. Peut-être aussi dans la mentalité. La mentalité, puis je pense qu'ils sont plus évolués. Puis ça, quoi que je veux pas, chaque époque est différente, mais peut-être qu'un témoignage comme le mien, ça va faire réfléchir des jeunes. Parce que je sais que les jeunes qui sont victimes de ça en souffrent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Ils ne sont pas préparés à se faire face à ça. Surtout que si c'est une attaque qui n'est pas justifiée, qui arrive, disons, justement, de nulle part à ce moment-là, c'est très surprenant. Ouais. Moi, on m'appelait Monroe à l'époque. Monroe, c'était une émission qui jouait dans les années 80. L'émission, ça s'appelait Chacun chez soi, que vous allez peut-être avoir une chance à prise 2 de revoir. C'était un bouffon, c'était une personne sans talent. Une fois ou deux, c'est correct, là, mais c'est toute l'école qui se met sur ton cas. C'est beaucoup moins agréable. C'est une publicité qui est, disons-le, négative. Puis, est-ce que vous faites aussi des partenariats, justement, pour faire ces ateliers-là, ces conférences? L'année passée, sur le TDAH, j'avais l'ACATA, qui est l'Association des troubles d'apprentissage du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui était avec moi, qui est une association nationale. Cette année, il n'y a pas encore de projet de faire avec l'ACATA. Là, je vois plus à titre personnel. C'est une initiative plus de Danny Veilleux maintenant que de l'ACATA. Qui est supporté par un organisme. Puis, on va peut-être faire des choses ensemble. Je sais que la coordinatrice a été malade, fait que
Puis là, on va peut-être refaire des choses ensemble pour le TDAH, parce que ça aussi, c'est une cause qui me tient à cœur. Voilà, donc je fais pas de bénévolat dans les organismes. Les gens m'ont vu beaucoup dans les organismes au cours des dernières années dans les chambres de commerce. Moi, j'ai décidé cette année de me concentrer beaucoup sur les jeunes, donner des conférences dans les écoles, expliquer aux jeunes c'est quoi les dommages, puis même faire une émission de télévision comme aujourd'hui, parce que je veux dire aux jeunes, ça s'adresse plus aux parents cette fois-ci, de ne pas laisser votre enfant se faire agresser. C'est un viol, je le dis, c'est un viol. Et si jamais vous avez connaissance que votre enfant fait ça aussi, arrêtez-le. Simplement. C'est carrément des... Les gens ne peuvent pas considérer l'impact que ça a, mais ça ne... Voilà. Bien, M. Veilleux, je pense que c'est pas mal ça qui conclut cet entretien. Donc, merci beaucoup. Merci. Évidemment aussi, on vous souhaite la meilleure des chances pour vos futures conférences. Puis merci. Celles qui sont à venir. Donc, si jamais, justement, les gens veulent avoir de l'information sur le TDAH, il y a des sites Internet. Moi, je vous dirais, je n'ai pas d'adresse avec moi actuellement, mais vous allez chez Google, sur Internet, et vous tapez TDAH pour adultes. Il y a une panoplie de sites Internet. Il y a différents sites... il y a même des questionnaires. C'est très important de remplir ça avec les gens qui vous connaissent, les gens qui connaissent les proches, autrement dit. Puis c'est par la suite, vous pouvez être une piste de quelque chose. Ou aiguiller quelqu'un. Oui, aiguiller quelqu'un. Ou encore... puis il y a un livre qui s'appelle Annick Vincent, qui est une sommité dans le trouble d'attention avec hyper ou sans activité. Annick Vincent, elle a sorti 2 livres, qui est « Mon cerveau a besoin de lunettes ». Et mon cerveau a encore besoin de lunettes. Mon cerveau qui a besoin de lunettes s'adresse aux jeunes. Et mon cerveau a encore besoin de lunettes, ça s'adresse aux adultes. C'est aux Académies Impact. Les gens connaissent l'Académie Impact, donc c'est ça qui... voilà. Bien, merci énormément, M. Veilleux. Merci. Donc, justement, la meilleure des chances. Merci. C'était donc Marie-Josée Boudreau pour la télévision locale de Louis-Tessier. Plus ancien que le café, il existe le thé, qui est tout aussi populaire. Et le thé existe depuis au moins 7000 ans, depuis l'Antiquité chinoise, où est-ce qu'on l'a